Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de Matrix. Pas ce Matrix là, je te vois venir. Non, on va vous parler du Matrix Feminist Design Cooperative, un groupe féministe anglais d'architectes créé dans les années 80. Bon ok, dit comme ça, c'est moins sexy que Keanu Reeves en latex noir qui arrête des balles en bullet time. Ok, mais vous allez voir, c'est quand même intéressant. La raison pour laquelle on a choisi de parler de ce sujet est double. En fait, la première, c'est qu'il y a une expo rétrospective qui est en cours actuellement au musée Barbican à Londres, donc jusqu'au 23 décembre. Donc si vous passez par Londres et que vous avez aimé notre vidéo, ça fait beaucoup de si, mais sait-on jamais. L'autre raison, c'est qu'en fait, ça nous permet de mettre le doigt sur quelque chose qui est très important, donc c'est la relation entre le client et l'architecte. Mais avant de se lancer dans la vidéo, on va revenir un peu en arrière à une vidéo précédente qu'on a faite donc sur les grands ensembles, où on avait parlé de 3 choses notamment, enfin entre autres. C'était Le Corbusier, les Siam et la Charte d'Athènes. Le Corbusier, donc Charles-Édouard Jeanneret de son vrai nom, pour rappel, c'est une figure très importante du mouvement moderne. Les Siam, c'est les congrès internationaux d'architecture moderne. Et la Charte d'Athènes, c'est un document qui avait été rédigé pendant un de ces Siam justement, notamment par Charles-Édouard Jeanneret, mais pas que, où on parlait un peu de la vision moderniste de la ville de l'époque. Et dans cette charte d'Athènes, Le Corbusier aurait écrit que pour lui, la conception de tout mobilier urbain, de tout espace urbain, passe par les dimensions de l'homme. Et en fait, c'est cette déclaration-là qui va le lancer donc sur la piste du modular, dont on vous avait aussi parlé très rapidement, et qu'on va un peu plus creuser ici parce que c'est important pour la suite. Comme on vous l'a expliqué dans la vidéo sur les grands ensembles, le modular est un étalon anthropomorphique créé par Le Corbusier dans la continuité des études de De Vinci et d'Alberti pour trouver des proportions mathématiques dans le corps humain. Il se base pour cela sur une série d'éléments mathématiques comme la suite de Fibonacci et le nombre d'or, afin d'établir une série de mesures harmonieuses qui sont applicables de façon universelle à l'architecture. Il voulait par la même occasion lier le système métrique et anglo-saxon. Le modular sert donc à développer les éléments du projet, comme les hauteurs de poignées de porte, les encadrements, les assises, etc. Le problème du modular et de ses semblables est qu'en dehors des proportions, ils sont définis de manière arbitraire. Par exemple, le modular se base initialement sur les mensurations d'un Français moyen de 1,75 m. Cette mesure, qui n'est pas traduisible en pieds ou en pouces, va finalement évoluer vers une hauteur de 1,83 m, soit environ 6 pieds, pour se conformer à la volonté de dimension universelle. Et puis, ça tombe bien, car 1,75 m étant plutôt une taille française, on fait remarquer à Le Corbusier que dans les polars anglais, les hommes mesurent tous 6 pieds de haut, et c'est plus chic. C'est comme ça que c'est adjugé. Et ce système sera employé dans la quasi-totalité des constructions de Le Corbusier par la suite. Bon, alors vous me direz, quel est le lien entre le modular et un collectif féministe d'architecture des années 80 ? Apparemment il n'y en a pas, mais en fait, si vous êtes un peu plus averti, vous me voyez venir, le problème c'est que baser un système de mesure arbitrairement sur un homme de 1,83 m, vu que il y a des gens qui sont mathématiquement imparfaits et qui ne font pas 1,83 m et que nous ne sommes pas tous des hommes, ça pose problème en fait. Et vous me direz, c'est pas grave, parce que de toute façon, il n'y a que Le Corbusier qui l'utilise dans ces bâtiments qui sont pas non plus 300 millions, et donc a priori on s'en fout. Non. Sauf que en fait on s'en fout pas, parce que c'est un peu une parabole pour exprimer ce qui s'est passé dans la conception urbaine tout au long des siècles globalement. C'est que les gens ont construit par rapport à des idéaux fantasmés parfois, en ignorant sciemment ou pas d'ailleurs les besoins des utilisateurs, ce qui fait qu'il y a toujours des usagers faibles, on va dire, qui se retrouvent confrontés à plein d'obstacles quand ils sont dans la ville ou quand ils sont dans des bâtiments, notamment les femmes avec des poussettes, les enfants, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. Tous ces gens-là n'ont pas été pris en compte quand on a développé les villes. Et c'est là qu'intervient Matrix, parce que Matrix n'intervient pas que sur l'espace urbain, mais aussi sur l'espace construit à l'intérieur des bâtiments. Fondé en 1980 dans la lignée des mouvements de protestation anglais, comme le New Architecture Movement et le Architect Revolutionary Council, revendiquant un besoin de plus grande transparence et critiquant le manque de contact entre architectes et clients, Matrix s'établit comme une coopérative féministe non hiérarchisée, revendiquant la place de la femme dans une société créée par les hommes.
Le film Paradise Circus de 1988 permet d'exprimer cette difficulté que rencontrent les femmes en se déplaçant dans la ville quotidiennement. Ce que je viens de dire s'étend bien entendu au monde de l'architecture bâtie. En fait, Matrix intervient comme conseiller ou bien vraiment pour réparer entre guillemets des projets qui ont été faits un peu n'importe comment, ce qui est le cas du Essex Women's Refuge. Et donc ce que fait Matrix, c'est qu'ils font des maquettes un peu comme des maisons de poupées. L'avantage de ces maquettes, c'était qu'elles étaient faciles à comprendre, qu'elles étaient un peu ludiques et que du coup en discutant donc avec ces femmes, elles ont su réarranger les espaces de manière plus fonctionnelle et donc trouver un meilleur projet, on va dire, avec ce centre. D'autres projets reflètent cette approche participative, comme le Yogonai Women's Educational Resource Center à Whitechapel. Ce projet, mené de toutes pièces par la coopérative, est un centre d'accueil pour des femmes d'origine sud-asiatique de confession musulmane et hindoue. Grâce à des maquettes et à des échanges avec ces femmes, on aboutit en 1987 à un projet comportant plusieurs clins d'œil à ces cultures sans pour autant sombrer dans le kitsch. Les ferronneries en arabesque, des détails architecturaux et le mobilier choisi renvoient à l'héritage des habitants du lieu. Le projet sensible aux besoins des occupants comporte également une accessibilité PMR totale, ce qui était très rare pour l'époque. Ce centre avait la qualité d'avoir compris les besoins des usagers et de les avoir traduits en architecture, pas tant dans la forme que dans le fond. Et en fait, le fait d'être une coopérative féministe n'avait vraiment rien à voir avec des questions d'esthétique. On fait juste une parenthèse là-dessus. D'ailleurs, c'est assez débile de parler d'esthétique féministe. Je pense même pas qu'on puisse parler d'esthétique féministe. Je pense que ça n'existe pas. En fait, le but, c'était vraiment de conscientiser les gens sur ce besoin de partage et de processus participatif entre le client et l'architecte. Et aussi de mettre le doigt sur un problème qui était les grands oubliés de l'architecture. Mais cela sans jamais critiquer, sans jamais dire que les hommes sont des imbéciles parce qu'ils n'ont pas su construire correctement ou que c'est des incapables ou quoi que ce soit. C'était juste pointer du doigt un problème et tenter d'y apporter une solution. Concrètement, donc il y avait un double but. Le premier, c'était de faire comprendre que la conception, le design, l'architecture, c'est pas quelque chose de passif, c'est pas juste on fait un bel objet. Il y a aussi derrière toute une implication politique et sociale même, et que donc il faut prendre responsabilité pour les choix architecturaux qu'on fait parce que ça peut impacter la vie des gens. La deuxième chose qu'elle voulait démontrer, c'est que l'objet fini est tout aussi important que le processus. À un moment, avoir un beau projet mais qui n'est pas agréable à vivre, ça vaut tout aussi peu la peine que d'avoir un moche projet qui fonctionne très bien. Matrix a compté entre 12 et 16 membres tout au long de son existence, tout était payé au même salaire, c'était vraiment quelque chose d'horizontal. Tout était payé par des fonds gouvernementaux qui ont disparu quand Thatcher est arrivé au pouvoir, et à ce moment-là, comme il n'y avait plus trop d'argent, Matrix s'est dissolu parce que c'était plus viable. Toutefois, il faut dire que tous ces membres restants se sont un peu répartis dans différents corps de métier, ont continué à promulguer donc cet enseignement. Il faut aussi dire que cette notion d'architecture participative se retrouve aussi chez des architectes actuels comme Peter Zumthor, John Caminada ou Philippe Madec. Ce sont des architectes qui sont fort impliqués avec leurs clients tout au long du processus de conception, et c'est ce qui permet de créer une architecture vraiment participative et qui soit conforme aux besoins réels de ceux qui vont l'habiter. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, faites tout ce que vous voulez, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.